Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en enregistrant cette vidéo, ça fait quelques semaines que je n'ai pas beaucoup publié de vidéos. C'est désormais plus le cas aujourd'hui, car aujourd'hui j'aimerais vous faire découvrir et vous apporter des connaissances sur les venins et les toxines du monde animal. Allez, c'est parti. Alors, les venins et les toxines sont des mélanges complexes de protéines, de différentes protéines, simples ou complexes. Ils assurent un avantage en attaque ou en défense pour les espèces qui les utilisent. Et d'ailleurs, les venins sont utilisés en pharmacologie pour développer des médicaments, donc il y a donc un grand intérêt à étudier ces venins et de les étudier de plus près pour mieux les comprendre. Les venins et les toxines sont donc des protéines simples ou complexes qui vont venir court-circuiter un peu les réactions normales d'un organisme, et il y en a de toutes sortes. De toutes sortes, émises ou créées par différentes espèces. On pense très souvent par exemple aux serpents, mais il n'y a pas que les serpents qui créent des toxines ou des venins. Ces toxines et ces venins sont donc des protéines plus ou moins complexes avec une certaine structure. On voit ici d'ailleurs un exemple en structure 3D. C'est un assemblage d'atomes, de molécules et de liaisons plus ou moins fortes qui vont venir former cette protéine complexe avec cette structure par exemple. Alors ces venins et ces toxines servent alors pour la défense ou pour l'attaque. Par exemple, chez les serpents, la toxine est présente dans les crochets à venin, permettant aux serpents de se nourrir, de se défendre ou encore d'attaquer. Autre exemple ici, où le scorpion est doté d'un venin avec son crochet, mais il y a également des fourmis, et les fourmis sont aussi dotées de venin, dans leur crochet aussi, dans leur mandibule, pour se défendre. Et ici, le scorpion sert de festin à ces fourmis. En gros, le scorpion n'aurait pas dû arriver dans cet endroit, il n'aurait pas dû s'aventurer ici. Alors, des venins sur Terre, mais aussi en mer, notamment avec les méduses notamment, où les venins ou les toxines sont présents dans leurs tentacules. Donc je ferai d'ailleurs une vidéo à ce propos sur les piqûres de méduses et comment se soigner si cela vous arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût de cette prochaine vidéo. Abonnez-vous. Bref, on voit que partout dans la nature, dans le monde vivant, il y a des toxines et des venins qui ont différents rôles selon les espèces et les individus. On a d'ailleurs une grande diversité d'individus d'espèces et donc une grande diversité également de venins et de toxines. C'est d'ailleurs très agréable à regarder ces espèces qui sont d'ailleurs très colorées. À regarder ça à l'œil nu, c'est assez agréable à regarder. Et attention à ne pas y toucher. Par exemple, voici ici le top 10 des animaux les plus venimeux du monde. Donc c'est très agréable à regarder, c'est joli, c'est très très beau, mais pas touche. Donc, par exemple, on retrouve le scorpion, la recluse brune, la veuve noire par exemple, que tout le monde connaît, avec notamment Spider-Man. Le mamba noir qui vient du Congo, la pieuvre à anneaux bleus, le Philobilibates terribilis, excusez-moi pour le nom, mais là en tout cas c'est la grenouille jaune, la guêpe des mers, la méduse la plus venimeuse du monde. On a aussi le serpent le plus venimeux du monde, le poisson-pierre ou encore le serpent du taipan du désert. Les venins et les toxines sont donc créés directement par les animaux ou par les espèces, souvent par leurs glandes. C'est des glandes spécialement qui sont des glandes qui créent spécialement le venin, ou aussi également dans les crochets à venin. Donc c'est le cas par exemple ici pour les serpents, où c'est présent dans leurs glandes directement au niveau de leur mandibule. Mais cela peut très bien venir de n'importe quelle partie du corps de l'espèce, donc pas touche. Un petit adage qui pourrait très bien vous servir dans la nature, dans la vie de tous les jours, c'est que dans la nature, plus c'est coloré, plus un animal va être coloré, plus une espèce va être colorée, avec différentes couleurs, des couleurs très très vives, et bien plus c'est dangereux. Donc si vous avez affaire à un animal aquatique qui est hyper coloré avec des couleurs très vives qui vous attirent le regard, et bien ça veut dire que c'est dangereux. Donc, et ça dans 99% des cas. Alors je vous en avais parlé tout à l'heure, mais les venins et les toxines connaissent un grand regain d'intérêt, notamment chez les serpents, scorpions, méduses, araignées, etc. à cause notamment de leur venin, parce que bien que ces substances soient toxiques, on est d'accord, mais elles sont de réelles mines d'or pour les scientifiques, pour tout ce qui est le champ des neurosciences, de la science, de la biologie, pour découvrir de nouvelles thérapeutiques, pour essayer de soigner les personnes, les patients, les gens en fait, pour des maladies incurables ou curables. Donc il y a un très grand intérêt sur ces toxines, et ce qu'il y a à savoir, c'est qu'une petite quantité de ces venins, notamment de crochets, de venins de serpent ou par exemple de la tétrodotoxine, valent de l'or. Littéralement, ça vaut de l'or parce que 1 mg ou 1 g de ce venin, de ces toxines, peuvent valoir très très cher. Bon, revenons à nos venins
à nos toxines et voyons comment on pourrait essayer de s'en sortir si cela nous arrive. Le rôle de la température. Alors il y a deux choses à savoir sur la température et le rôle de la température qui a un très grand rôle, une très grande importance. Deux choses. Le froid. Le froid, l'application de froid très froid, va revenir retarder la diffusion du venin dans le sang et possède aussi des propriétés antalgiques. C'est-à-dire que appliquer du froid va ralentir le venin car cela va vasoconstricter le sang et donc du coup moins de sang va affluer. Et ça a aussi des propriétés antidouleurs. Bon, sauf que le froid n'est pas très intéressant en termes d'urgence. Bon. Deuxième partie, c'est la chaleur. La chaleur, elle, a un très grand poids, très grande importance parce que ça va venir détruire ou inactiver certaines protéines qui sont thermosensibles, c'est-à-dire qui sont sensibles à la chaleur. Donc on va plutôt préférer la chaleur. En effet, car la chaleur va venir détruire certaines protéines thermosensibles, car la chaleur va venir modifier la structure secondaire ou tertiaire des protéines, donc ainsi casser ou modifier la structure spatiale d'origine de la protéine, ce qui fait que la protéine va être inactivée. Et donc en cas d'envenimation, l'attitude à adopter va être d'appliquer une source de chaleur. Pour bien comprendre, voici ce graphique. On a en ordonnée la pression, en abscisse la température. Donc on a la structure normale de la protéine, une enzyme active, disons que c'est un venin. Bon, c'est en bas à gauche, au coin à gauche du graphique, c'est la protéine normale. Plus la température va augmenter, plus on aura une enzyme qui va être inactive, une structure qui sera dénaturée, donc la protéine va être inactivée. Et aussi, si on veut aussi encore plus détruire la protéine, on peut aussi augmenter la pression. Mais ça, en conditions normales, dans la nature, on ne pourrait pas avoir accès à une augmentation de pression. Donc, on va plus s'intéresser à une augmentation de température. Et donc, en augmentant la température, donc au moins jusqu'à 50 degrés environ, on va venir pouvoir casser une enzyme, une protéine du venin et la rendre inactive. Alors voici un petit schéma pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de structure des protéines. Alors, tout d'abord, on a la structure primaire des protéines. C'est la séquence de base avec plusieurs chaînes d'acides aminés. On a l'ADN qui se transforme en ARN et l'ARN va permettre de créer la protéine avec les acides aminés. Donc, la structure primaire, c'est vraiment les acides aminés mis bout à bout. La protéine n'est pas activée à ce moment-là. Bon. Ensuite vient la structure secondaire. C'est là où on va apparaître des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont souvent des liaisons à distance très faibles, un peu comme des liaisons liées à l'eau, qui sont vraiment des liaisons liées à l'eau, l'OH, qui vont venir créer la polarité de la protéine. Ensuite vient la structure tertiaire, où là on a un repliement en 3 dimensions de la protéine, avec les interactions, différentes interactions, notamment liaisons hydrogènes, que ce soit liaisons ioniques ou encore pont et sulfure, un pont entre deux atomes de soufre. Et puis vient la structure quaternaire, où là c'est vraiment la protéine atteint vraiment sa fonction et ce pourquoi elle est créée en fait, et son fonctionnement. Et c'est une protéine qui comprend plus d'une chaîne d'acides aminés. Donc plus on va venir casser ces liaisons, en fait, moins on va avoir la protéine active. Donc plus on va casser ces liaisons, moins la protéine va être active. Et vice versa. Et quelque chose de rassurant à savoir en France et en Europe, c'est que 90% des venins en France et en Europe sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se détruire par les variations de température, notamment de chaleur. Et donc, en sachant ça, les gestes à faire en cas d'envenimation, l'action consiste à approcher une source de chaleur. On peut utiliser la chaleur d'un sèche-cheveux, le bout d'un incandescent d'une cigarette, de l'eau chaude, de l'eau très chaude. Et ça, c'est souvent ce qui est utilisé en urgence, de l'eau très chaude dans une bouilloire. Et en prenant soin, bien sûr, de ne pas brûler la liaison. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais le froid est parfois utilisé pour retarder la diffusion du venin avec sa vasoconstriction du sang, et donc du coup le sang va moins se propager, et possède également des propriétés antalgiques antidouleurs. Donc ça peut être utilisé notamment sur les piqûres de méduses, mais et encore, il faut vraiment que ce soit très froid, et ce n'est pas toujours supportable, donc le froid à éviter. Alors les venins vont agir sur différents modes d'action, notamment 3, notamment enzymatiques. Par exemple, les venins vont pouvoir remplacer ou bloquer une réaction enzymatique. Une réaction enzymatique, c'est quelque chose c'est une réaction chimique qui va venir catalyser les réactions chimiques présentes dans les cellules normales. Et parfois les venins vont venir bloquer ça, et du coup, on n'aura pas de réaction. Et du coup, on aura un arrêt des réactions chimiques.
Deuxième mode d'action, c'est les récepteurs cholinergiques, notamment au niveau des muscles, hein, ça va venir bloquer les récepteurs au niveau des muscles. Hein. Et puis troisième mode d'action, c'est au niveau des canaux ioniques, c'est-à-dire au niveau des passages d'ions, notamment au niveau des neurones, où quand on sait que le neurone fonctionne par entrée d'ions et sortie d'ions, notamment calcium et sodium. Et donc, bien sûr, s'il y a un blocage au niveau de ces canaux, eh bien, il n'y aura plus d'influx nerveux, et donc du coup, plus de fonctionnalité de neurones. Alors là, petit focus sur ce qu'est le système cholinergique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui regroupe les neurones, les récepteurs d'un neurone, qui agit au niveau du système nerveux, et eux au niveau des muscles, grâce à l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur principal dans ce système dit cholinergique. Au niveau des venins et des toxines, il en existe de plusieurs catégories. On a les cardiotoxines qui vont agir sur le cœur, les hémotoxines qui vont agir sur le sang, les myotoxines qui vont agir sur les muscles, les neurotoxines qui vont agir sur le système nerveux, et les toxines vasoactives qui vont agir sur la tension artérielle. Alors voyons plus précisément les cardiotoxines, donc les toxines qui vont agir sur le cœur. Alors les toxines, on a les toxines cardioactives hein, qui sont vraiment actives sur le cœur, notamment présents chez les cobras ou chez certains scorpions. Comme autre cardiotoxine, on a la digoxine-like, hein, qui est un composant les plus toxiques du venin de crapaud, hein, au niveau des glandes submandibulaires, hein, au niveau de la flèche jaune, qui est composant le plus toxique du venin des crapauds, qui sont des stéroïdes, à la structure similaire à celle de la digoxine. C'est pour ça qu'on dit digoxine-like, c'est que ça ressemble à la digoxine. Alors petit focus sur la digoxine justement. La digoxine est un glycoside, donc une protéine avec un peu de sucre, cardotonique, hein, elle va agir sur le cœur, qui est extrait de la feuille de la digitale laineuse. Hein. Elle ressemble un peu justement à des doigts, c'est pour ça qu'elle a ce côté digital, le doigt. Elle fait partie d'ailleurs de la classe des digitaliques, un traitement utilisé dans les affections cardiaques. Donc elle a été utilisée hein, dans le traitement des diverses affections du cœur, mais son indication actuelle tend à se restreindre car elle est assez toxique. Donc elle a été utilisée la digoxine pour renforcer la contraction cardiaque et aussi pour ralentir et régulariser les mouvements du cœur. Donc c'était aussi un traitement efficace dans l'ancien temps, on va dire. Les hémotoxines maintenant. Alors il existe différents types d'hémotoxines qui vont agir sur la coagulation du sang. C'est-à-dire que la plupart des hémotoxines, hein, comme les activateurs du facteur X, activateurs de la protéine C, activateurs de la prothrombine, les intégrines, inhibiteurs des protéases, vont avoir une activité dite anticoagulante. C'est-à-dire que le sang va être tellement va à chaque fois être fluide et il n'y aura pas de formation de caillots sanguins. C'est-à-dire que quand il y aura une coupure, bah ça va continuellement pisser le sang en fait. Et du coup ça va entraîner en fait une hypotension. C'est-à-dire que tellement qu'il y a le sang qui circule trop et trop fluide, eh bien ça peut mener à une hypotension. A l'inverse, on va aussi avoir des protéines des hémotoxines qui vont activer justement le caillot sanguin et avoir trop de caillots sanguins en fait. Et du coup ça va créer des thromboses. Et du coup il n'y aura plus de circulation sanguine. Donc vous voyez, ça va agir sur ce réseau-là. Alors voici ici un petit schéma qui montre eh bien, la cascade de coagulation qui part d'une blessure à refermer justement la blessure, donc ce qu'on appelle la coagulation sanguine. Et la coagulation sanguine est un processus complexe aboutissant à la formation de caillots sanguins. C'est une partie importante de l'hémostase, où la paroi endommagée d'un vaisseau sanguin est couverte d'un caillot de fébrine. C'est-à-dire que là, en gros, on referme la brèche. Et ce qui a pour conséquence d'arrêter l'hémorragie. Donc ça agit sur différentes voies. Il y a une voie extrinsèque, intrinsèque, qui va venir activer différents facteurs et à la fin activer la fibrine qui va être le pansement qui va venir coller la plaie. Voici un autre schéma qui montre le processus de coagulation qu'il y a différentes voies, la voie extrinsèque, intrinsèque et la voie commune. Et je vous ai souligné en violet en fait les hémotoxines qui vont venir agir sur ces protéines-là. Hein, il y a des protéines qui vont agir justement sur la prothrombine, qui vont inhiber en fait ce processus de prothrombine en thrombine. Il y en a qui vont agir sur activation de la protéine C, c'est-à-dire du coup qui vont venir, s'il y a trop de protéine C, ils vont venir inhiber la réaction prothrombine-thrombine, vous voyez, et ça va agir à chaque fois à pas avoir de coagulation justement. Et au contraire, on va avoir une hémotoxine qui va agir sur la fibrinogène et la fibrine, cette réaction-là, et d'avoir plein de fibrine. Vous voyez, ça va vraiment agir sur ces niveaux-là. Et en fonction des effets de ces protéines et de ces hémotoxines, eh bien on va avoir différents effets. Du coup, soit on a un effet anticoagulant avec trop de sang très fluide, soit une hypercoagulation.
Voilà, je vous ai remis ici un autre schéma qui montre un peu la cascade de la coagulation d'une différente manière. Donc, je vous l'ai mis ici pour que vous ayez aussi à votre idée et que vous ayez le schéma le plus adapté pour vous, mais ça veut dire la même chose hein, quasiment. Du coup, je ne vais pas vous parler de toutes les hémotoxines, mais on va essayer d'en piocher quelques-unes, notamment les inhibiteurs des protéases qui vont avoir une activité anticoagulante ou d'hypotension. C'est ce qu'on retrouve dans les venins de serpents, notamment les scorpions et les sangsues aussi également. Donc on a déjà parlé des inhibiteurs des protéases avec les serpents et les scorpions. Il y a aussi des protéases présents chez les vipères et les lézards. Alors pour le petit vocabulaire, un protéase c'est une enzyme qui va venir hydrolyser, casser les protéines et les polypeptides. Et les inhibiteurs des protéases, ça va venir inhiber les enzymes qui détruisent justement ces protéines. Donc vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Par exemple, si on prend l'hémotoxine et la protéase, justement, qui va agir sur la réaction fibrinogène à fibrine, eh bien, la protéase va venir accentuer cette réaction et donc créer plein de fibrines et donc avoir trop de caillots sanguins. Et du coup, ça va venir créer une thrombose et un arrêt du flux sanguin. C'est en ça que le venin est dangereux en fait. A l'inverse, eh bien les inhibiteurs des protéases vont venir inhiber ça et du coup on aura l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de caillots du tout et qu'on aura une activité anticoagulante et du coup il n'y aura pas du tout de caillots sanguins de former et du coup ça va continuer à saigner et c'est en ça que c'est dangereux. Autre hémotoxine, on a la phospholipase A2 qui elle va avoir plutôt un effet d'hémorragie, un effet anticoagulante. Présente d'ailleurs chez de nombreuses espèces, notamment les hyménoptères, tout ce qui est guêpes, abeilles, papillons, fourmis, etc. Alors une phospholipase c'est quoi? Donc on a phospho et lipase, donc phospho côté phosphore et lipase qui va dégrader un gras, un lipase et les lipides. Donc c'est une hydrolase, une enzyme qui va venir hydrolyser et venir libérer un acide gras qui va être l'hydroxyde de carbone et il va donner aussi un phosphoglycéride pour donner un lysophospholipide. Bon là je vous parle un peu les détails, mais ça se trouve notamment, donc en gros ces phospholipides A2 se trouvent dans la plupart des tissus des mammifères qu'on retrouve, ainsi que dans les venins d'insectes et de serpents. C'est-à-dire qu'on l'a d'une façon naturelle chez nous, mais chez certains venins d'insectes et de serpents, notamment les hyménoptères, ça va venir amplifier ce phénomène. Et en fait, ces phospholipases A2 participent au métabolisme lipidique et à la réponse auto-inflammatoire, qui est une étape clé de la physiopathologie du développement de l'athérosclérose et des complications. Donc, ça va créer en gros un syndrome inflammatoire très important. C'est en ça que c'est dangereux la phospholipase A2. Ensuite, on a les myotoxines. Alors les myotoxines sont des petites protéines qui vont venir détruire les cellules musculaires. Notamment, c'est des venins présents chez les vipères. On retrouve aussi dans les myotoxines des phospholipases A2, qu'on a vu juste à l'instant, qui vont venir détruire les cellules musculaires, et c'est présent dans de nombreuses espèces hyménoptères, notamment voilà, les guêpes, frelons, guêpes asiatiques, les fourmis, et encore une fois ça va venir accentuer le métabolisme de l'inflammation et créer cette inflammation, en fait, perpétuer cette inflammation, et c'est assez dangereux en fait. Alors, on va aussi retrouver des myotoxines dues à des cubozoaires, aussi appelés des cuboméduses, des méduses en boîte, ou box jellyfish en anglais, qui sont des cnidaires invertébrés, qui sont connus pour leur venin extrêmement puissant, produit par certaines espèces tropicales, notamment le Chironex. Le Chironex, c'est vraiment une méduse qui crée des myotoxines très létales qui vont provoquer des grosses contractions musculaires et ainsi être très douloureuse dans certains cas, voire mortelle pour les humains. Comme autres toxines, on a les neurotoxines qui vont attaquer le système nerveux et les neurones. Et les neurotoxines vont venir agir sur la transmission synaptique entre neurone à neurone sur différentes voies. Ça peut être sur l'entrée de l'ion calcium, donc de commencer le message nerveux à l'autre neurone. Ça peut agir sur le neurone post-synaptique qui va venir bloquer en fait tous ces récepteurs. Ça peut être aussi dans la recapture en fait, où ça veut venir bloquer la recapture bien justement de ces molécules neurotransmetteurs. Ça peut aussi agir sur la non-avancement en fait, bloquer ces vésicules qui sont les neurotransmetteurs. Donc, vous voyez, ça peut agir sur, ces neurotoxines vont agir sur différentes choses, que ce soit le neurone présynaptique, postsynaptique, dans la fente synaptique,
avant, après, vous voyez, ça peut agir partout. Voici un schéma qui résume un peu ce que j'ai dit, où on va avoir différentes toxines, neurotoxines, qui vont venir agir sur différentes parties de la transmission synaptique. Par exemple, on a comme neurotoxines, on a les alpha-neurotoxines, qui vont venir bloquer les récepteurs à acétylcholine post-synaptique. Et ça, c'est présent notamment chez les serpents, les élapidés, qui sont l'espèce de serpents, les araignées ou encore les cônes. Donc vous voyez, les alpha-neurotoxines vont venir agir en post-synaptique, donc ici, donc le neurone après, et au niveau des récepteurs ici, donc ici récepteur nicotinique qui appartient au système d'acétylcholine. Ces récepteurs nicotiniques agissent avec le neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Donc ça va agir à ce niveau-là. En agissant un petit peu dans ce système cholinergique, donc niveau nicotinique ou même que ce soit ici ou ici, il y aura un blocage en fait. Il y a une sorte de gros blocage et du coup il n'y a pas d'influx nerveux et il n'y a donc aucun message qui passe et du coup il n'y a pas de contraction. Autre neurotoxines, on a les alpha et les bêta toxines qui eux vont agir sur les canaux sodiques présynaptiques et ça c'est des toxines qu'on retrouve plutôt chez les scorpions, donc ils vont agir du coup sur le neurone avant, en présynaptique, qui vont agir sur les canaux sodiques calcium. Ils vont venir bloquer l'entrée de calcium dans le neurone. Comme autre neurotoxine, on a les conatoxines qui vont agir qui vont venir inhiber des récepteurs à NMDA. Et ça, c'est présent chez les animaux comme les cônes, pas les cônes, c'est O2NE. Un cône, ça ressemble à ça, comme un gros coquillage, et que ça va venir bloquer ces récepteurs. Donc ces récepteurs NMDA sont des récepteurs inotropes qui sont activés dans des conditions normales, activés par le glutamate, qui est un acide aminé, qui sont essentiels à la mémoire et à la plasticité synaptique. Ce sont les seuls récepteurs au glutamate. En gros, ça va venir exciter les neurones et du coup aussi améliorer la mémoire, la création de synapses. C'est vraiment ces récepteurs-là, NMDA, qui vont venir augmenter la plasticité neuronale, la mémoire, etc. Donc si on inhibe ces récepteurs-là, il n'y a pas de création de nouvelles synapses, de création de nouveaux neurones en fait. Comme autre neurotoxine, on a les fasciculines qui vont agir sur l'acétylcholinestérase, qui va venir dégrader l'acétylcholine en acétyl et en choline. Donc ça c'est présent chez les serpents, comme dans le mamba noir, un serpent très dangereux. Donc en fait la fasciculine va venir empêcher justement cette destruction de l'acétylcholine en acétyl et en choline. Donc en fait il va y avoir plein d'acétylcholine dans la synapse. Et donc en fait le muscle va être en permanence stimulé et au bout d'un moment le muscle tellement qu'il sera contracté, qu'il va mourir en fait, ça va le détruire, il ne pourra pas avoir de relâchement. Et du coup c'est en ça que c'est dangereux en fait. Là voici en gros la fasciculine en gros qui va venir dégrader, qui va venir inhiber en fait la dégradation de l'acétylcholine en acétyl et en choline. Et du coup comme il y aura trop d'acétylcholine dans la synapse, en fait il y aura trop de contraction musculaire et du coup le muscle va se détruire et c'est en ça que c'est dangereux. Donc je me répète mais c'est vraiment ça en fait. Ensuite comme autre neurotoxine, on a les kappa-neurotoxines qui vont venir bloquer les récepteurs à acétylcholine post-synaptique présents dans des venins de serpents notamment. En gros les kappa-neurotoxines vont venir agir ici à ce niveau en bloquant les récepteurs acétylcholine et du coup l'effet principal ça va être une somnolence. Autre neurotoxine, c'est les mutoxines qui vont agir sur les canaux sodiques musculaires, mu pour musculaire, et ça c'est présent dans les venins d'araignées et dans les cônes aussi. Autre neurotoxine, on a les oméga neurotoxines qui vont agir sur les canaux classiques voltage dépendants, présent aussi également chez les araignées et les cônes. Autre neurotoxine également qui est bien connue maintenant de chez vous, c'est la phospholipase A2 qui va venir elle détruire la cellule nerveuse et présente d'ailleurs chez de nombreuses espèces comme les hyménoptères, mais ça vous le connaissez déjà. Et du coup la phospholipase va venir accentuer cette réaction inflammatoire qui est pourvoyeuse de réactions inflammatoires, de caillots sanguins et de maladies métaboliques en fait. Autre neurotoxine qui est la P3 qui va venir bloquer les récepteurs de glutamate. Glutamate ce sont les récepteurs plutôt NMDA qui vont venir agir sur la plasticité synaptique, créer de nouvelles relations entre neurones. Ça c'est des neurotoxines qui sont présentes dans certaines méduses. Autre neurotoxine très importante, c'est la tétrodotoxine et ses dérivés qui va venir paralyser les muscles respiratoires, présente notamment sur des
poissons, de la famille des Tétraodontidés, hein, comme les grenouilles ou les pieuvres notamment, et notamment dans le poisson fougou. Hein. Attention à bien le cuisiner par des spécialistes. Hein. Donc en gros, pour bien comprendre comment ça fonctionne, eh bien la tétrodotoxine bloque de manière très sélective le port des canaux sodium, qui vont venir empêcher ainsi le passage de l'influx nerveux. Et ce blocage, sous un certain niveau, irréversible, mais c'est souvent irréversible, et ça va venir stopper la transmission neuronale de neurones à muscles, et du coup, ça va entraîner une paralysie des muscles respiratoires, et donc du coup, on meurt étouffé. Donc, attention quand on consomme, eh bien, le poisson fougou. Attention. Autre catégorie de toxines sont les toxines vasoactives qui vont agir sur le diamètre des artères, qui vont soit donner une vasoconstriction ou soit une vasodilatation. Par exemple, dans les toxines vasoactives, on va retrouver la saraphotoxine, donc pensez à Safari, qui va elle agir, qui vient en gros du serpent Atraxaspidé, hein, excusez-moi pour le nom que j'écorche, donc voici à quoi il ressemble, qui lui va agir sur la vasoconstriction, qui donc va venir serrer le flux sanguin, du coup il va avoir moins de flux sanguin en fait, et plus de pression sanguine, donc du coup une grande tension artérielle, et moins de sang du coup dans les artères. On a aussi comme autre toxine vasoactive, c'est les peptides natriurétiques qui vont favoriser l'élimination de sodium, et le sodium permet justement de maintenir une tension artérielle normale. Et justement, s'il y a des peptides natriurétiques, notamment chez les méduses et piqûres de vipères, ce venin, avec ces peptides natriurétiques, vont éliminer le sodium dans le corps, et donc du coup entraîner une hypotension, une vasodilatation, et du coup une hypotension. Là, je vous ai fait un grand résumé des grandes catégories de toxines présentes dans la nature. Donc, on voit que, dans le monde vivant et dans la nature, on a une nature dite toxique avec plein d'espèces, plein d'individus d'espèces très toxiques. Donc, faites attention dans la nature quand vous vous y promenez. En tout cas, en France, on est plutôt protégé. Donc, mais c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qu'est fait la nature. Et donc, on a une nature toxique. Donc là, au lieu de me concentrer sur les toxines à proprement parler, on va peut-être s'intéresser pour la dernière partie, une toute petite partie de la vidéo, sur certains animaux toxiques qui sont à risque d'envenimation. Donc notamment on a les invertébrés marins avec notamment les cnidaires qui vont créer des peptides actifs sur les canaux sodiques, on a déjà vu. On a les catégories des oursins et des annélides. C'est un peu les mêmes venins que les hyménoptères. Guêpes, frelons. Les cônes, non les cônes, pas les cônes CO2NE, mais dans les cônes qui vont créer des polypeptides comme les alpha-conotoxines, les oméga-conotoxines, micro-conotoxines, bref. Et puis on a aussi les mollusques qui sont aussi à risque de venin neurotoxique. Donc on a, oui, effectivement, des arthropodes, donc des insectes qui sont toxiques, qu'on connaît un petit peu dans la vie de tous les jours. Par exemple, les hyménoptères, comme la guêpe, la fourmi, le bourdon ou l'abeille, qui eux ont dans leur venin, dans leur piqûre, des phospholipases A2 et peptides neurotoxiques. Maintenant, vous êtes incollable sur la phospholipase A2 maintenant. Et les lépidoptères, qui sont une famille de papillons, qui notamment chez les chenilles, chez la première phase, vont créer des protéines urticantes. Donc c'est pas vraiment des venins, mais c'est comme des protéines donc urticantes et c'est comme des toxines en fait en gros. Comme autre catégorie d'espèces susceptibles de donner des toxines ou des venins, on a les arachnides. Donc on a les araignées avec leurs agatoxines micro et oméga qui vont être actifs sur les canaux calcium et sodium. On a aussi les scorpions qui font partie des arachnides qui vont créer qui créent des toxines peptidiques. On a aussi quelques poissons toxiques comme le Cynacea qui va créer des toxiques cardiovasculaires, et aussi les Tatrondidés qui vont créer la toxine qu'on a appelée tout à l'heure, c'est la tétrodotoxine létale. Donc là il y a beaucoup aussi dans le monde marin, beaucoup de toxines. On a aussi les espèces d'amphibiens où leur peau va venir sécréter des violents neurotoxiques, comme les grenouilles du genre Hyla, espèces très venimeuses, que voici d'ailleurs en photo. Et puis on a aussi des salamandres qui vont créer des alcaloïdes pour les stéroïdes, qui sont aussi des venins très très dangereux. Donc je vous ai mis ici quelques-uns de spécimens qui sont susceptibles de donner des venins très toxiques. On a bien évidemment les espèces de la famille des ophidiens, qui sont
voilà, la famille des serpents en fait, hein, qui ont eux de nombreuses toxines avec des effets physiologiques et moléculaires variés. On en a parlé, hein, myotoxines, neurotoxines, cardiotoxines, hémotoxines, peptides vasoactifs. Donc en fait, les serpents, c'est eux qui regroupent quasiment la plus grande large de variété de toxines qu'on a pu voir d'ailleurs. On a aussi des lacertiliens, hein, des familles des lézards, qui sont aussi toxiques, hein, notamment le genre Heloderma. Et on a aussi des mammifères dits toxiques, hein, comme notamment l'ornithorynque, hein, une espèce qu'on retrouve en Australie, qui, sur sa face interne des membres arrière, a un éperon et qui est toxique. On a aussi les musaraignes qui peuvent créer des venins neurotoxiques pour les souris. Donc aussi même les mammifères créent des toxines. On a assez ratissé large, hein, en parlant des venins et des toxines. Mais en conclusion, si on devrait conclure, c'est que les venins et les toxines jouent un rôle crucial dans la survie des espèces et offrent des pistes fascinantes pour la recherche médicale dans les années à venir. Alors leur diversité et leurs mécanismes d'action en font un sujet d'étude passionnant et vital pour les années à venir. Donc il y a vraiment plein d'espèces, plein de venins, plein de toxines. C'est vraiment très intéressant. Voilà, j'essaie de condenser au maximum pour que vous ayez tous les outils pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et de que faire, hein, quand vous êtes maintenant pris de venin ou d'envenimation. Donc ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère que maintenant vous avez appris beaucoup de choses, hein, sur les venins et les toxines du monde vivant, du monde animal. Il y a eu beaucoup de choses, je pense, donc je pense que revoir un peu la vidéo, ça pourrait être intéressant pour au moins une à deux fois, pour vraiment être bien s'imprégner des connaissances qui sont décrites en fait. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et franchement ça m'encourage à faire d'autres vidéos plus qualitatives, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus pédagogiques pour vous apprendre et mieux connaître un peu le monde dans lequel on vit. Donc vraiment abonnez-vous, mettez un petit commentaire, je serais très content de vous lire et de vous répondre. Donc on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, d'ailleurs la prochaine arrive très vite. Allez, ciao.